Et puis ça permettrait aussi à des agriculteurs, des paysans, d'être moins embêtés par des problèmes de variétés anciennes interdites ou autres, puisque là on peut travailler avec des variétés qui sont lambda. Ça coûte moins cher aussi. C'est pas si difficile que cela à panifier. Ah, c'est sûr, on ne peut pas le panifier de façon industrielle. C'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit constamment le pain c'est le blé. Et puis le blé, il y a eu une mainmise sur la semence du blé. Une mainmise qui est l'ancienne main paysanne. On lui a raboté les doigts, on a piqué les semences, on les a brevetées et c'est passé à d'autres personnes. Donc, cela étant dit, un paysan boulanger, c'est quoi? Ben, c'est en réalité ce qu'ont fait tous nos anciens pendant des siècles et des millénaires. C'est un individu comme vous et moi, qui a besoin de bouffer, qui a besoin de manger. Au minima, il fait sa pitance, et puis s'il en a un peu de trop, il va la vendre. S'il est dans la céréale, parce que son secteur lui permet d'avoir les céréales, et bien à la place de la vendre, éventuellement, il va faire de la farine. Il peut la vendre en farine. Et puis s'il a une passion à panifier, et puis il y a un besoin dans son coin, et particulièrement lui-même aime le pain, et bien il va faire du grain au pain, en passant par la meunerie. Et puis si il ne peut pas vraiment faire tout, parce que c'est assez gros comme boulot, ou s'il a un sens de son territoire, ben il va demander à son copain voisin qui lui n'aime pas faire le pain et qui préfère faire la farine, qu'il fasse la meunerie. Nos anciens ont très bien vécu comme cela, ça marchait très bien. Ça remarche un peu mieux maintenant, si ce n'est que j'attire votre attention sur ces images idylliques ont toutes des points délicats, voire des difficultés au quotidien. Donc, j'aimerais bien aussi casser l'image du paysan boulanger, idyllique avec son four, un peu four à bois, four à bois. Four à bois, pour avoir du bois, ça devient difficile. En région Île-de-France, si je n'avais pas été en ce qu'on appelle de l'agroforesterie, chauffer au bois, ça n'aurait pas été possible. Il n'y a plus de scierie en région Île-de-France. Donc comment chauffer au bois avec une absence de déchets qui serait logiquement valorisée par une chauffe? Alors il y en a certains qui ont trouvé le moyen, on chauffe avec des granulés. Je trouve ça assez fou de chauffer un four à bois avec des granulés. Donc, par nécessité, j'ai été amené à faire de l'agroforesterie. Et cette nécessité s'est avérée remarquablement rentable par absence de dépenses, puisqu'elle m'a permis, en entretenant les arbres, de chauffer mon four. Donc, image idyllique, attention, c'est quelquefois pas possible de faire ce que l'on veut faire, ou ce qui serait bon de faire. Autre image que j'ai envie de rompre, ou à laquelle je vous demande de réfléchir, c'est que quand je fais du pain, si personne ne l'achète, il y a deux raisons. Soit il n'est pas bon, auquel cas c'est normal, les gens ne l'achètent pas. Soit, simplement, les gens ont des goûts typés. Ils s'imaginent que c'est leur goût. Et du coup, ils disent non, c'est pas bon. Tout individu qui produit a ce genre de rapport avec sa clientèle. Mais moi, j'attire votre attention qu'on est tous consommateurs. Et que la situation dans laquelle nous sommes, c'est chacun de nous sommes responsables, en tant que consommateurs, de la qualité ou de l'absence de qualité des denrées qu'on nous propose. L'agriculteur ne fait pas ce qu'il veut dans ses champs. Les plus courageux, les plus osés font ce qu'ils veulent, mais c'est pas toujours si facile que ça.
Sans rentrer dans les détails techniques, certains vont vous dire oh, le parfait en agriculture c'est le bio. Ça peut être le bio. Je travaille bio, mais c'est pas la seule solution. Le bio peut être de la merde, particulièrement dans le monde du pain. Une céréale travaillée de façon quelconque, et le bio peut être quelconque. Une variété mal choisie par rapport à son terrain, mal adaptée, et vous avez un pain qui est lourd. Ah certes il est bio, mais il est lourd, il n'est pas agréable à manger, et pas agréable à faire. Un autre point, paysan boulanger, c'est sûr, c'est un circuit court qui me permet de faire beaucoup plus ce que je veux. Je le maîtrise. Mais cette maîtrise, elle a un retour. Elle a un retour quand, comme moi, c'est un retour négatif administrativement, quand comme moi, ayant des terres forestières, j'ai cultivé entre les arbres. Un jour, l'administration est venue me voir et m'a dit ah non, mais c'est forestier, c'est pas agricole. Ce que vous faites là, on ne peut pas le considérer, là. Ça pose un problème, ça pose un problème juridique, administratif. Et en plus de ça, ça poserait même presque un problème impôt. Il faudrait peut-être changer votre statut. Finalement, vous n'êtes pas agriculteur. Et moi, j'ai répondu non, je ne suis pas agriculteur, je suis paysan. Et ça, pour moi, c'est le clou de ce qu'il faut bien comprendre. On peut avoir 10 hectares et être paysan, on peut avoir 200 hectares et être paysan. C'est qu'est-ce qui nous mène à travailler la terre, quel est le rapport qu'on a avec la terre. Je pense avoir fait la présentation succincte mais réelle du monde d'un paysan boulanger. Merci à... Merci beaucoup, Alain. Je pense que... Ah. Non, je vais le mettre comme ça. D'accord. Donc, merci beaucoup. Non, mais je ne vais pas parler beaucoup. En fait, je vais passer la parole à notre ami Pierre Pujos qui vient... non pas d'Île-de-France, mais plutôt du Sud-Ouest, et qui n'est pas paysan boulanger, c'est-à-dire qu'il ne va pas jusqu'à faire du pain. Il cultive des céréales dans un itinéraire technique qui est le sien et qui interroge beaucoup d'idées reçues sur la manière dont on peut cultiver et à quelle fin. Voilà, donc je laisse présenter son exploitation et puis échanger aussi avec Alain, parce qu'il y a des choses qui diffèrent, d'autres qui convergent. Voilà. Bon, bonjour à tous, donc moi c'est Pierre Pujos. Effectivement, allez, je ne sais pas si je suis paysan ou agriculteur, c'est peut-être toi qui vas le dire maintenant. En tout cas, je cultive dans le sud-ouest de la France, à 5 km de Toulouse à peu près. Et effectivement, j'aimerais faire aussi peut-être le lien avec les intervenants qu'il y a eu juste avant, parce qu'il s'avère que les sols que l'on a, ici comme dans le sud-ouest de la France, en fait, ils sont des sols forestiers au départ. Et quand vous allez dans une forêt, en fait, vous êtes tous allés un jour ou l'autre, vous voyez bien, la terre, elle est noire, elle est très sombre, elle est meuble, elle n'a rien à voir avec ce qu'on a ici, quoi. Et de ces sols forestiers, pendant X milliers d'années, en fait, l'agriculture est arrivée, on a cultivé, pendant des centaines d'années, on a cultivé la façon dont tu nous as présenté tout à l'heure l'intervenant, les deux intervenants, en fait, ça ira beaucoup avec l'animal. Donc beaucoup de fumier, parce que l'animal était l'attraction là, il était vraiment très très présent, en fait. Et donc on a maintenu comme ça des taux de matière organique dans les sols très forts jusqu'à l'après-guerre, grosso modo. Après la mécanisation est arrivée en force, en fait, et il fallait nourrir la France, en fait, dans l'après-guerre, etc. Donc l'agriculture s'est tournée vers une autre agriculture très productiviste, en fait, avec des engrais, avec des variétés adaptées pour ça, en fait, et elle y est arrivée très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi à produire énormément de céréales, en fait, à l'hectare, en artificialisant beaucoup la mécanisation, les engrais, les phytos, etc., en fait.
Mais le problème, c'est qu'on a joué sur du capital. C'est-à-dire que il y a 50 ans, on avait entre 5 et 7% de matière organique dans les sols. Aujourd'hui, on en a 1,5 en fait. Et on a mangé tout notre capital de matière organique des sols. Et aujourd'hui, ça pose des problèmes énormes dans nos sols. Des problèmes de productivité notamment. Les rendements en France stagnent, voire commencent à baisser malgré toute la technologie que l'on a qui d'engrais, phyto, mécanisation, et ça pose aussi beaucoup de problèmes d'érosion. Alors ici peut-être qu'effectivement vous n'êtes pas sensible à ça, c'est parce que ça se voit pas trop, c'est plat, etc. Chez nous, moi je suis dans des coteaux secs, assez pentus en fait, et à chaque fois qu'il pleut, on a de la terre qui s'en va, on a la terre qui va boucher les fossés en fait, et c'est vraiment un capital sol qui s'en va, c'est vraiment un vrai problème. On parlait tout à l'heure de perte de surface pour l'agriculture en fait, par l'urbanisation qui est énorme, hein, un département tous les 10 ans, c'est vraiment gigantesque, mais on oublie l'érosion. On oublie l'érosion, et l'érosion c'est aussi quelque chose de très important. Ça, peut-être qu'ici on n'est pas conscient, mais c'est vraiment très important pour moi. Chez moi, je travaille 3 hectares aujourd'hui à peu près, et j'ai fait le calcul l'an dernier, en fait, il y a à peu près entre 25 et 27% de ma surface que je ne cultiverai pas s'il n'y avait pas les aides PAC, parce que rien de plus n'y pousse, en fait. Je sème pour pouvoir récolter, pour pouvoir toucher les aides PAC, c'est tout, mais tout le reste, il n'y a plus de terre. C'est tout descendu. Il n'y a plus rien, on est sur le rocher. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort chez moi, et ça, du coup, ça m'a fait agir, et j'ai cherché depuis 20 ans, en fait, alors je suis en bio depuis une vingtaine d'années, donc dans ces coteaux gersois, sur de la céréale, en fait, pour les cultures, je préfère, parce que j'ai entre 12 et 15 espèces différentes, mais c'est mon moteur, il est là, en fait, ça a été l'érosion, ces pertes de sol, qu'est-ce qu'on fait contre ça, et qu'est-ce que je mets en œuvre là-dessus, quoi. Et alors du coup, les solutions qui sont arrivées au fil des ans, effectivement, c'est rétablir de la biodiversité, c'est remettre des arbres en travers des parcelles, en travers des pentes. Alors on voit bien des alignements d'arbres, ça peut ressembler à ça aussi en fait, hein, dans les coteaux, en travers des pentes, on cultive entre, et les arbres tiennent la terre en fait, et permettent aussi d'avoir des éléments fixes qui favorisent la biodiversité, qui favorisent les auxiliaires, qui favorisent donc une agriculture sans intrants ou avec beaucoup moins d'intrants, puisqu'en fait ils sont là pour faire le boulot des produits chimiques, quoi. Grosso modo, c'est ça. Et du coup, j'ai réfléchi, comment on a réfléchi, on est tout un groupe à réfléchir à ça, un autre type d'agriculture qui n'est pas l'agriculture productiviste qu'on a eu jusqu'à présent, mais peut-être l'agriculture de demain, qu'on appelle une agriculture agroécologique, en fait, et qui justement va essayer de préserver au maximum ces sols, parce que de toute façon, on n'a plus de capital carbone, en fait. Le carbone, il est plus, il est parti. Et justement, ça joue beaucoup aussi dans les gaz à effet de serre, hein, on en a parlé aussi précédemment. Et du coup, dans mes motivations, c'est aussi ça, comment arriver à maintenir ces sols, à remonter les taux de carbone des sols, remonter les taux de matière organique, et en ce moment-là, on piège aussi du carbone, on piège des gaz à effet de serre, en fait. Et donc, on a l'effet inverse, on peut moins en consommer, mais si on pouvait en piéger, ça serait encore mieux. Et l'agriculture, pour ça, il a un biais énorme, quoi. Donc pour ça, plusieurs techniques, effectivement. C'est le moins de travail du sol possible. Chaque fois qu'on met un outil dans un sol, en fait, le sol tombe, s'érode, part vers le bas, en fait. Donc on a de l'érosion, et en plus, on libère des gaz à effet de serre, en fait, on perd la matière organique, donc on fragilise le sol. Donc c'est le moins de travail de sol possible, et essayer de le protéger aussi au maximum par des culture, bien évidemment. il faut vivre, en fait, et mon métier, c'est être agriculteur, c'est produire pour les 80% des personnes qui vivent en ville, en fait, et qui ont besoin des agriculteurs pour produire leur nourriture. Et aussi, quand il n'y a pas de culture, en fait, c'est mettre d'autres plantes qui, elles, vont protéger le sol, l'enrichir, en fait, et redonner une fertilité à celui-ci, quoi. Du coup, c'est une agriculture complètement différente, parce qu'il y a très peu de mécanisation, en fait, mais elle est très spécifique. En fait. Les variétés, les espèces, en fait, là je rejoins le paysan boulanger, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas les espèces de blé, de céréales que l'on a, que vous avez chez les agriculteurs voisins, là, parce que ceux-là, ils ont été étudiés pour la productivité, c'est-à-dire ils font 30 cm de haut, en fait, et si on ne les perfuse pas d'engrais et de produits chimiques, en fait, ça ne donne rien, en fait, parce qu'ils donnent des maladies tout de suite. Donc il faut avoir des variétés très hautes pour remettre du carbone dans les sols, en fait, pour remettre des sols vivants, en fait, et qui, en théorie, après, donnent du pain de qualité. Ils sont capables de faire des pains de qualité parce qu'on est sur des sols vivants. On est sur des sols qui ne sont plus du tout artificiels. Vous ne labourez pas, en fait. Ça fait 20 ans que je ne labore pas. Je labore une année. Ouais. Et une année, puis je me suis rendu compte que labourer des sols, déjà, il faut beaucoup de temps. Et voilà, quand on passe 15 heures par jour dans le tracteur, au bout d'un moment, on en a marre.
Et on retourne tout ça, donc on met le milieu aérobie et le milieu anaérobie, donc, et on entraîne donc ces pertes de carbone, hein, cette fuite de matière organique, ces pertes de carbone énormes en fait, et en plus on détruit toute la vie du sol en fait, toute la vie est détruite à ce moment-là, parce que le milieu aérobie qui est en surface, aérobie donc qui a besoin d'oxygène, en fait se retrouve en milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène en fait, et là lui il ne peut pas vivre, donc il meurt en fait, hein, voilà. Et le milieu qui était anaérobie, puis repasse aérobie, donc même chose, donc on se retrouve dans des sols qui n'ont plus aucune, qui n'arrivent plus à se développer, qui n'arrivent plus à vivre, quoi, en fait, il n'y a plus de vie dedans. Bon évidemment, un ver de terre, mais il y a une petite conférence après là-dessus je crois, donc vous l'expliquera bien mieux que moi. Si tous les ans en fait on lui casse sa maison et on le coupe en deux en fait avec la charrue, il a du mal à se multiplier et à se reproduire. Même chose pour tous les insectes et tout ce qu'on peut trouver dans les sols, quoi, en fait. Donc c'est vrai que ça a été banni très rapidement, et sans compter toutes les dépenses énergétiques énormes. En fait, un labour c'est 40 litres de gasoil à l'hectare, grosso modo entre 30 et 40, et à peu près 100 € aussi économiquement, 100 € de l'hectare. Grosso modo, le fait de labourer un seul labour, un seul passage, c'est 100 €. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, en termes d'énergie, quand je me suis installé, j'étais à 120 litres hectare, à peu près. Aujourd'hui, je suis à 35 litres. En fait, moisson compris, ça fait tout compris sur toute la production, grosso modo. Et voilà, rien qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, déjà, voilà, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Sans compter que je mutualise aussi tout le matériel, parce qu'en fait, le matériel, c'est là aussi où il y a beaucoup d'énergie fossile qui est mis. Et voilà. Et aussi, il y a les engrais organiques, ou les engrais organiques que je ne mets plus d'ailleurs, en fait, parce que je suis en autofertilité, je me débrouille à faire pousser les engrais verts, en fait, me donnent assez d'éléments fertilisants dans les sols, en fait, pour ne passer sans aucun intrant, ni fumier, ni intrant d'origine organique, en fait, autorisé par les charges, et absolument pas des engrais azotés produits à base de pétrole qui sont utilisés partout, en fait, et qui sont les premiers générateurs de gaz à effet de serre, en fait. Les gaz à effet de serre en agriculture, c'est pas le pétrole qu'on met dans le tracteur, en fait, c'est l'engrais organique et le protoxyde d'azote. Voilà. Bon voilà, ça c'était on a un petit peu dérivé par rapport à la cérale, mais l'idée c'est ça, c'est quand même rendre des sols vivants, les protéger au maximum. Et en fait ça tombe bien parce qu'à partir du moment où on les protège, on remet du carbone dans les sols, on remet de la matière organique, on les structure verticalement en fait aussi. Donc c'est des sols qui vont être capables d'absorber des quantités d'eau phénoménaux, c'est-à-dire qu'il peut pleuvoir 150 mm en une demi-heure, moi ça m'est égal. Parce que tout rentre dans les sols, c'est par les anciennes galeries vers la terre, par les galeries qui sont faites par les systèmes racinaires, ils sont toujours en place, puisque c'est pas cassé par les outils en fait. Et là l'eau arrive, rentre et se va se stocker au fond du profil. Et du coup on a des capacités de rétention en eau qui n'ont rien à voir avec les sols classiques, d'où pour les collectivités notamment les risques d'inondation, les risques etc. en fait qui n'ont plus rien à voir parce qu'on a des sols qui vraiment absorbent en fait. Et sans compter que ici, non, parce qu'on est sur des sols assez plats, mais chez nous on a des coûts de collectivité par rapport au débouchage des fossés, en fait, par rapport à la terre qui part dans les fossés, qui est énorme. En fait, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment gigantesque et ça a des coûts pour la collectivité qui sont énormes. Bon, tout ça c'est balayé. Il faut savoir aussi qu'une de nos préoccupations en agriculteur, c'est de vivre l'agriculture, en fait, et maintenant le climat. Ça marche ? Oui. Le climat, en fait, je crois qu'il n'y a plus personne pour nier le fait qu'il évolue. Et on s'en rend compte très très bien maintenant en agriculture. En fait, c'est des choses dont on se rend compte concrètement. En fait, nous, on n'a plus tout de précipitations sur les fins d'été. En fait, à partir du mois d'août, septembre et début octobre, c'est fini. Il pleut pas. Ça fait et ça s'accentue d'année en année, en fait. Ça, c'est quelque chose de très concret, très précis. Donc derrière, ça veut dire des rendements en termes de culture d'été qui n'ont plus rien à voir, en fait. Tous les rendements s'effondrent, en fait, sur les cultures d'été. On arrive à avoir des rendements en culture d'hiver qui se maintiennent, mais qui ont des grosses difficultés, parce qu'au contraire, on a des hivers pluvieux, beaucoup plus pluvieux, donc les céréales n'aiment pas ça, elles sont noyées, donc en asphyxie. Bon, enfin voilà. Ça, c'est juste pour dire qu'on a aussi le devoir, en fait, de s'occuper de ça, de s'occuper des gaz à effet de serre, de s'occuper de ces parties-là, en fait, parce que le monde agricole a un rôle à jouer énorme, parce qu'il peut stocker le carbone, il peut moins dépenser, le stocker, et ce qu'il disait aussi, c'est que le consommateur aussi, effectivement, a un rôle à jouer, parce qu'il va choisir ce qu'il va manger, il va choisir ce qu'il va acheter, il va choisir son mode de vie, et a vraiment aussi son rôle à jouer dans tous les domaines de la société, quoi. Bon, là j'ai un peu dévié peut-être.